third man hunted by police has been nicknamed Psycho. J'avais 19 ans quand on m'a arrêté. J'ai eu une enfance assez ordinaire. Mais je suis devenu très agressif au milieu de l'adolescence. On pourrait dire que j'étais un type téméraire et dangereux. J'ai étudié à Leeds quand des types m'ont volé dans la rue. J'ai décidé de me venger d'eux. J'ai fabriqué une bombe que j'ai cachée près de l'endroit où ces types se tenaient. J'espérais ainsi les blesser. Heureusement, les policiers ont trouvé ma bombe et l'ont désamorcée. Ils sont ensuite venus fouiller ma maison et ils ont trouvé des armes et du matériel pour fabriquer des bombes. Ma vie venait de basculer. J'avais 19 ans quand on m'a arrêté. Si j'écopais d'une peine de prison à vie, je mourrais en prison, à moins de m'évader. Il n'y a pas de meilleur moment pour s'évader que lorsqu'on se trouve à bord d'un fourgon cellulaire. On me conduisait à une prison à sécurité maximum en Angleterre. C'était le moment ou jamais de passer à l'action. Le gardien devant moi avait les clés de mes menottes. Je pourrais m'enfuir si je lui faisais assez peur pour qu'il me donne ses clés. Un peu plus tôt, j'avais caché une seringue hypodermique sur moi. Je me la suis plantée dans le bras. J'ai dit, j'ai le sida, si vous ne m'enlevez pas ces menottes, je vais vous piquer avec mon aiguille. En vérité, je n'avais pas le sida, mais le gardien a regardé le sang et l'aiguille. Et il a ordonné au conducteur de se rendre au poste de police le plus près, ce qui était conforme à la procédure. À notre arrivée, le gardien qui avait les clés de mes menottes s'est enfui en courant, en laissant les portes du fourgon ouvertes. J'ai alors compris que je n'irais nulle part. Je ne savais pas où l'on m'emmenait. Mais quand j'ai vu qu'on roulait vers le sud, j'ai su dans quelle prison j'allais. La prison de Parkhurst a une très mauvaise réputation. C'est un endroit violent, où se trouvent des meurtriers, des tueurs en série et des auteurs d'actes terroristes. C'est un endroit horrible. Il y règne une atmosphère de misère et de désespoir. Aussitôt arrivé à cette prison, j'ai commencé à chercher un moyen de m'en évader. En examinant les lieux, je voyais à quel point ce serait complexe. Je devrais échapper à la surveillance des gardiens, éviter les caméras, franchir une clôture de 6 mètres surmontée de barbelés à lame,
puis un mur d'une hauteur de plus de 7 mètres, dont le haut est en forme de dôme. De plus, j'étais sur une île. J'aurais à traverser une étendue d'eau pour atteindre la Grande-Bretagne. La seule faille que j'ai pu noter à Parkhurst, c'était le fait qu'on y effectuait de nombreux travaux. Tous les jours, devant la fenêtre de ma cellule, des camions et des excavatrices allaient et venaient sur le terrain même de la prison. Si je parvenais à me cacher dans l'un de ces véhicules au moment où ils partaient, je pourrais dire adieu à cet endroit. J'avais connu Keith dans une autre prison. Au début des années 90, il avait écopé d'une peine de prison à vie pour le meurtre de la femme du propriétaire d'un supermarché. On s'est mis à parler ensemble. Keith avait remarqué un détail qui pourrait nous permettre de nous évader. Je sentais que je pouvais lui faire confiance. Sinon, je n'aurais jamais parlé d'un tel sujet avec lui. Keith avait surveillé les gardiens de près et examiné les serrures des portes. Celles-ci venaient d'être remplacées par des serrures munies d'un code de couleur. Certaines d'entre elles avaient un point vert, d'autres avaient un point rouge. Peu de ces serrures avaient un point vert, la plupart avaient un point rouge. J'aurais cru que le système de verrouillage était plus complexe que ça. Pour en être sûr, j'ai décidé de vérifier ces serrures par moi-même. J'ai passé une journée ou deux à faire le tour des lieux. Presque toutes les serrures avaient un code de couleur. Une clé rouge permettait de circuler dans 95% de la prison. Cette clé nous permettrait d'accéder au terrain où circulaient les camions. Si l'on parvenait à se cacher à bord de l'un d'eux, on pourrait sans doute s'évader. Keith et moi avons alors commencé à planifier notre évasion. Pour lui, une clé n'était qu'un bout de métal ayant une forme précise. Il nous suffisait d'en fabriquer une. Il a réussi à me convaincre que je serais capable d'en faire une. Comme je pouvais suivre des cours, je me suis inscrit dans celui où l'on enseignait l'usinage de métaux. On était constamment surveillés, alors je devais être prudent. J'avais le matériel dont j'aurais besoin pour faire une clé. Toutefois, je ne savais rien aux travaux de serrurerie, et j'ai donc dû me renseigner à ce sujet. Ma meilleure source était les autres détenus. Heureusement, dans l'aile où je me trouvais, il y avait des hommes plus âgés, de Londres, qui avaient été incarcérés pour avoir forcé des coffres-forts et qui étaient une vraie mine d'informations pour moi. Ils savaient fort bien ce que je tramais et ils étaient plus qu'heureux de m'aider. Dans la salle de musique, une des portes était munie d'une serrure à point rouge. Essayer de comprendre le fonctionnement de cette serrure représentait mon premier grand défi. Je pouvais l'examiner pendant des heures d'affilée, à me la représenter mentalement, pour me figurer comment je pourrais la déverrouiller. Plus je la regardais, plus je réalisais à quel point c'était un mécanisme compliqué. Heureusement, je pouvais examiner les clés des gardiens qui s'endormaient parfois, leur trousseau à la vue de tous. On peut savoir bien des choses en examinant la forme d'une clé.
La forme de la clé au point rouge était relativement facile à reproduire en utilisant les outils disponibles à l'atelier. Mais pour en façonner les moindres détails, il me faudrait quelques heures, ce que je ne pourrais pas faire à l'atelier. Je devais effectuer ce travail dans ma cellule. Chaque fois que je sortais ma clé, j'étais nerveux à l'excès. On ne peut pas justifier le fait qu'on a un double de clés en sa possession. C'est synonyme d'ennui. C'était un travail fastidieux et j'avais peur qu'on m'entende, d'autant plus que ça produisait un bruit caractéristique. Lentement, au cours des semaines suivantes, j'ai façonné une clé qui, selon moi, pourrait déverrouiller les portes à l'intérieur de la prison. Mais ce n'était pas gagné d'avance. La moindre différence entre ma clé et l'original, et ça ne fonctionnerait pas. Le meilleur endroit pour tester ma clé, c'était la salle de musique. Pendant les cours de musique, des gens entraient et sortaient de la salle, mais à l'heure du thé, le personnel et les détenus en sortaient. J'ai introduit la clé dans la serrure. Elle y entrait parfaitement. Mais j'avais du mal à la faire tourner. Quelque chose clochait. La clé se tordait. J'ai tenté de la sortir de la serrure, mais elle était coincée. Si un garde arrivait et voyait cette clé, je serais fichu. J'espérais pouvoir m'évader à l'aide d'une clé que j'avais fabriquée, mais celle-ci était coincée. Des employés allaient et venaient dans la salle de musique. Et pendant tout ce temps, la clé était coincée dans la serrure, alors que j'étais assis juste à côté de la porte. J'ai attendu pendant ce qui m'a semblé 1000 ans que les gens sortent de la pièce. J'ai finalement réussi à décoincer la clé. Et j'ai compris que j'avais besoin d'une clé plus rigide. Il me faudrait en fabriquer une avec un métal plus résistant, comme de l'acier. Mais il n'est pas facile de découper de l'acier à l'aide d'une scie à métaux. Je me suis souvent coupé les doigts. J'ai dû consacrer une bonne semaine à la coupe de cette clé. Je suis ensuite retourné dans la salle de musique. J'ai attendu que la voie soit libre. J'ai introduit la clé dans la serrure et je l'ai tournée. J'étais fou de joie. C'était comme si toutes les portes venaient de s'ouvrir. On pourrait aller n'importe où. J'ai alors appris une mauvaise nouvelle. Apparemment, 2 prisonniers s'étaient fait prendre alors qu'ils projetaient de voler une excavatrice ou un camion pour s'évader de prison. Exactement comme on voulait faire. La sécurité avait été resserrée. Je me suis dit qu'on ne pourrait jamais partir.
Keith et moi avons discuté. Et on a convenu qu'il nous fallait trouver un autre moyen de s'évader de prison en mettant à profit notre clé. Je savais qu'elle nous permettrait d'ouvrir bien des portes intérieures, mais j'ignorais encore lesquelles. Je me suis alors représenté mentalement toute la prison. Avec ma clé, je pouvais déverrouiller la porte de la salle de musique, du gymnase ainsi que celle de l'atelier. On pouvait accéder à la cour depuis ces 3 endroits. Mais il nous fallait encore franchir la clôture, puis escalader le mur d'enceinte de la prison. La clôture, qui était surmontée de barbelés à lame, mesurait 6 mètres. Et le mur d'enceinte en béton faisait 7,30 mètres. De plus, il se terminait en forme de dôme. On ne pourrait l'enjamber qu'avec une échelle bien solide. Fabriquer une échelle de 7,30 mètres représentait un défi de taille. Ça m'apparaissait impossible. J'y ai pensé pendant des heures. Puis je me suis rendu compte que la réponse se trouvait vraisemblablement à l'atelier. On pourrait fabriquer les éléments qui constituaient l'échelle pendant les cours et les cacher dans l'atelier. Ensuite, grâce à notre clé, on pourrait entrer dans l'atelier pendant la nuit, assembler notre échelle et prendre la cisaille. Cela nous permettrait de pratiquer une brèche dans la clôture et d'enjamber le mur. Sauf que j'ai été expulsé du cours d'usinage de métaux. Le professeur n'aimait pas certaines des pièces que j'avais fabriquées, ni mon attitude. Et moi, je ne l'aimais pas. J'ai donc été expulsé de son cours. On devait trouver un complice qui accepterait de fabriquer cette échelle. Un homme en particulier pouvait nous aider. Il était fiable, et comme nous, il voulait s'évader. Il s'appelait Andrew Roger. Il purgeait une peine de prison à vie pour le meurtre d'un gardien de sécurité. Comme il en avait au moins pour 20 ans derrière les barreaux, il voulait aussi s'évader. Andrew était préposé à l'atelier et on lui faisait confiance. Il avait accès à tous les outils, un complice idéal. Le personnel de la prison croyait qu'Andrew ne faisait qu'effectuer divers travaux pour la prison. Personne ne lui posait la moindre question. L'échelle était constituée de 6 bouts de tuyaux de 3,65 m qui, une fois assemblés, donneraient une structure d'une longueur totale de 7,30 m. Andrew a mis 3 semaines à la fabriquer. Il l'a ensuite cachée en pièces détachées dans l'atelier. On projetait de l'assembler le soir de notre évasion. Nous étions d'accord sur le fait qu'on sortirait par le gymnase, car la surveillance y était moins serrée. Malgré tout, on aurait un obstacle à surmonter. Alors que les 2 portes du gymnase se déverrouilleraient sans problème, je n'avais pas eu l'occasion de tester la serrure de la 3e porte, celle qui se trouvait à l'extérieur. Or, on devait l'ouvrir pour atteindre l'atelier de métaux, prendre l'échelle, puis franchir la clôture et le mur. Malgré ce problème, on s'entendait tous pour dire qu'il nous fallait sortir par le gymnase. Puis vint une terrible nouvelle. Andrew avait entendu dire que l'atelier devait changer d'endroit sous peu. On ne pourrait plus y avoir accès, car il serait alors dans un endroit où il y avait d'autres sortes de serrures. Il nous faudrait fabriquer de nouvelles clés. On devait absolument tenter l'évasion le plus tôt possible, pendant qu'on avait encore accès à l'atelier. On a décidé de partir.
Il était temps pour nous de nous évader. Ce soir-là, le gym était bondé. Les détenus allaient et venaient. On était nerveux. Le plan était que je sortirais le premier, déverrouillerais toutes les portes, puis retournerais au gymnase. À mon signal, Andrew et Keith pourraient se diriger vers l'atelier et je les suivrais en prenant soin de verrouiller les grilles derrière moi. Le prochain dénombrement devait avoir lieu une demi-heure plus tard. On était prêt à partir. Après m'être assuré que la voie était libre, j'ai introduit ma clé dans la serrure de la première porte et je l'ai tournée. Ça a fonctionné. J'ai ensuite ouvert la porte 2. Jusque-là, tout allait comme prévu. J'ai alors couru vers la porte 3. Le succès de notre évasion reposait sur le fait que je parvienne à la déverrouiller. Si on n'atteignait pas l'autre côté de la cour, il nous serait impossible d'entrer dans l'atelier et on aurait fabriqué l'échelle pour rien. La clé coinçait. J'ai essayé et essayé encore. La porte a fini par s'ouvrir. Je suis retourné au gymnase. Keith et Andrew m'attendaient. Il nous restait 25 minutes pour assembler l'échelle, percer la clôture et escalader le mur. On savait que quelqu'un pourrait nous voir grâce aux caméras de surveillance qui filmaient la cour. Si ça se produisait, les gardiens seraient rapidement à nos trousses. À 6 mètres de l'atelier, on a entendu une porte grincer. Un gardien est alors sorti avec un chien renifleur. L'animal a couru dans ma direction, puis s'est arrêté à 6 mètres de moi. Il a regardé dans ma direction. Il scrutait l'ombre où j'étais caché. Je le regardais moi aussi. Je me suis dit que ça y était, qu'on était fichu. L'homme a alors rappelé le chien. Je n'en croyais pas mes yeux. On ne pouvait plus traîner dans les parages. Le dénombrement aurait lieu au gymnase dans 20 minutes. On a atteint l'atelier et Andrew s'est aussitôt mis à assembler l'échelle. De mon côté, j'ai pris une cisaille pour percer la clôture, ainsi qu'un bout de câble électrique qui nous permettrait de descendre de l'autre côté du mur d'enceinte. En l'espace de 10 minutes, l'échelle était assemblée. On avait une telle quantité d'adrénaline dans les veines qu'on s'est mis à courir à toute vitesse. On devait maintenant pratiquer une brèche dans la clôture et poser l'échelle contre le mur. J'étais convaincu que je verrais arriver des gardiens d'un moment à l'autre. On se trouvait maintenant devant le dernier obstacle qui nous retenait en prison, le mur.
Le stress me donnait la nausée. On ne savait pas quel poids l'échelle pouvait supporter. Arrivé tout en haut de l'échelle, j'ai dû nouer très rapidement le câble électrique à celle-ci. Andrew montait pendant que je me préparais à descendre. J'ai eu une drôle d'impression quand j'ai mis le pied au sol. Je ne pouvais pas croire qu'on avait réussi. Mais on n'a pas eu le temps d'y réfléchir. On savait simplement qu'il fallait s'enfuir. L'étape suivante consistait à quitter l'île. Keith nous avait dit qu'il détenait sa licence de pilote et qu'il avait noté la présence de 3 aérodromes sur l'île de White, à 5 minutes de voiture. On avait pour objectif de trouver une voiture, de se rendre à l'aérodrome de Sandown, où Keith ferait démarrer un avion et on s'envolerait vers la Grande-Bretagne. Il devait alors être 18h55. Or, on savait que le dénombrement serait effectué à 19h. On ne disposait donc que de 5 minutes avant que les gardiens ne constatent notre disparition. Keith, qui avait l'esprit vif, a alors dit « Prenons un taxi ». J'ai d'abord pensé que c'était la plus mauvaise idée au monde, jusqu'à ce que Keith me rappelle qu'on n'était que des types ordinaires qui marchaient dans la rue. On avait aussi un peu d'argent. En fin de compte, c'était une bonne idée, car on se retrouverait loin de la prison en seulement quelques minutes. On a rapidement trouvé un taxi. On roulait quand j'ai réalisé que l'alarme sonnait sans doute au même moment à la prison. On m'a annoncé qu'il y avait eu une évasion, un peu après 20 heures. J'étais pleinement conscient du danger que représentait tout évadé de Parkhurst. Comme ils étaient 3 dans ce cas-ci, c'était vraiment préoccupant. J'ai aussitôt mobilisé 250 policiers afin qu'ils effectuent une fouille systématique de l'île. Je voulais qu'ils vérifient tous les traversiers qui se rendaient en Grande-Bretagne afin d'empêcher les évadés de partir. L'île de White est un peu comme l'île d'Alcatraz. Si les détenus peuvent s'évader de prison, ils sont coincés sur l'île. Après être arrivé à l'aérodrome de Sandown, on en a fait le tour. On devait être très prudent, car notre présence aurait paru louche à quiconque se trouvait sur le terrain ce soir-là. Keith est entré dans un avion et s'est mis à effectuer des vérifications. Il n'y avait pas de batterie dans l'avion. Keith a alors dit qu'on devait trouver un autre appareil. Si on ne parvenait pas à faire démarrer cet avion, notre plan tomberait à l'eau et on serait piégé sur l'île. Le tableau de bord s'est allumé. Mon cœur a fait un bond tellement j'étais soulagé. On allait enfin pouvoir décoller. Malheureusement, il s'agissait d'un système qui n'était conçu que pour vérifier les commandes de l'appareil. Il nous fallait quand même faire démarrer l'avion comme on le ferait pour une voiture. C'est là que ça s'est compliqué.
La serrure ne pouvait être trafiquée. J'ai alors été pris de panique. J'étais anéanti, car je voyais bien qu'on ne pourrait jamais quitter l'île. On a alors abandonné l'idée de l'avion. J'étais vraiment découragé de laisser cet avion derrière moi. Et j'étais aussi conscient du fait que les policiers étaient sûrement à notre recherche. Lors de l'annonce de l'évasion, on nous a donné un code spécial. Selon celui-ci, on devait se rendre rapidement au poste de police le plus proche. On nous a alors mis au fait de la situation. De toute évidence, ces types devaient être capturés. Ils étaient en prison pour meurtre. Ils n'avaient plus rien à perdre. 45-year-old Keith Rose had threatened revenge against Andy Roger was serving life after bludgeoning to death a The security third man guard. being hunted by police has been nicknamed Psycho. Après l'évasion, on a marché pendant 4 ou 5 heures. On n'avait rien mangé ni bu depuis une douzaine d'heures. Et on était crevés. On a alors trouvé une remise abandonnée. Pendant la nuit, il a fait un temps glacial. Et on n'avait qu'une grande bâche en plastique pour se couvrir. Comme le vent s'infiltrait à travers les planches de la remise, on a grelotté toute la nuit. The search teams have now moved to the sparsely populated south coast of the island. They'll be checking miles of coastline and scores of isolated properties. C'était comme tenter de trouver une aiguille dans une botte de foin. Les évadés étaient rusés, sournois et dangereux. J'avais peur qu'ils prennent des otages et se cachent. Chaque fois qu'on entrait dans une maison, on la fouillait de fond en comble et on s'assurait qu'aucun occupant n'était retenu en otage. J'avais emporté un nécessaire de rasage, ce qui a permis à Keith de se raser la barbe. Ça l'a changé au point où il était méconnaissable. On pourrait tirer profit de ce fait. Ainsi, Keith pourrait aller acheter des provisions. Je me disais toutefois que si les policiers le capturaient, ils auraient au fait de fouiller le secteur et de nous retrouver. Avant que Keith ne parte, Andrew et moi avons convenu avec lui que s'il ne donnait pas signe de vie après 1h30, on partirait chacun de notre côté en déduisant qu'il avait été capturé. Il y a plusieurs propriétés et maisons isolées dans la campagne, tout autour de la prison. À l'une d'elles, une alarme s'était déclenchée. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que les évadés se cachaient là. L'attente dans la remise était insoutenable. J'étais convaincu que les policiers étaient sur le point de nous trouver. C'était un vrai cauchemar. C'était une fausse alerte.
On était déçus. On devait retrouver les évadés. Il était hors de question qu'on abandonne. Andrew et Keith voulaient absolument qu'on parte. Moi, je voulais rester, parce que je croyais que plus on attendrait, plus on aurait de chance de trouver un bateau. Keith a alors proposé d'appeler un ami qui pourrait venir nous chercher. Il pourrait nous cacher à l'arrière de sa camionnette pour nous sortir de l'île. Je n'aimais pas du tout cette idée. Je ne connaissais pas cet ami, je ne l'avais jamais rencontré. J'ai demandé à Keith de ne pas l'appeler. Celui-ci est alors sorti chercher de quoi manger et boire. À son retour, il nous a annoncé qu'il avait appelé son ami. J'étais furieux. Selon moi, c'était de la folie de dire à quiconque où on se trouvait et dans quel état on était. Il était maintenant évident qu'on devait quitter la remise, trouver un bateau à la marina et quitter l'île au plus vite. Nous sommes partis chacun de notre côté. Andrew et Keith étaient un peu plus loin devant moi. On s'était dit qu'ainsi, si l'un de nous était repéré par un policier, les deux autres auraient peut-être le temps de s'enfuir. On m'avait demandé d'effectuer une patrouille. En arrivant au sommet d'une côte, j'ai aperçu deux hommes qui marchaient tête baissée. Je me suis alors enfui. Andrew et Keith devraient se débrouiller seuls. J'ai demandé des renforts et indiqué qu'on venait de capturer Rose et Roger et que Williams avait détalé. J'attendais une escouade canine. J'ai aussi demandé un hélicoptère équipé de matériel d'imagerie thermique. J'ai couru aussi vite et aussi longtemps que possible. Je ne pensais qu'à courir. Je me disais que je devais continuer, qu'ils ne m'avaient pas encore capturé. Je suis arrivé près de bateaux dont plusieurs étaient d'une dimension adéquate. J'ai couru vers un bateau auquel était accroché un canot pneumatique. Je voyais des lumières approcher. C'était une question de minutes avant que les policiers me retrouvent. Je devais quitter l'île, mais j'étais cerné. Je ne pouvais m'enfuir qu'en bateau. Les policiers avançaient à travers les arbres. J'ai commencé à défaire les nœuds, mais ceux-ci étaient très serrés. L'air était glacial et j'avais les mains gelées. La corde était si raide que je n'arrivais pas à glisser mes doigts à travers les nœuds pour les desserrer. On est rapidement arrivé sur les lieux. Le chien a aussitôt flairé une piste. On s'est alors dirigé vers la marina. Le fugitif était sans doute allé à cet endroit dans l'espoir d'y trouver un bateau et de partir. À travers les arbres, je voyais une lumière très vive qui brillait dans ma direction et j'entendais le son caractéristique d'un hélicoptère. Le problème avec cet hélico, c'est qu'il était équipé d'une caméra thermique.
ce qui signifiait que le pilote pourrait me voir, peu importe où je me cacherais. J'ai alors pensé que mon seul moyen de ne pas être repéré serait de me glisser dans l'eau. L'eau était si froide que ça m'a fait un choc. J'espérais qu'après être passé au-dessus du secteur, l'hélicoptère poursuivrait sa route le long de la côte. Je pourrais alors sortir de l'eau et revenir sur mes pas. Je croisais les doigts pour que l'hélicoptère s'en aille. Je sentais que mes fonctions vitales ralentissaient. Et j'ai alors ressenti une vive douleur. Mes sens m'abandonnaient. Je perdais l'ouïe. Je perdais aussi la vue. Je ne sentais plus ni mes bras ni mes jambes. Puis j'ai arrêté de frissonner, ce qui était mauvais signe. Ce n'était qu'une question de minutes avant que je tombe dans le coma. Une fois l'hélico parti, je suis remonté sur la jetée. Si la température de mon corps était basse, peut-être que la caméra thermique ne me détecterait pas. Ainsi, je pourrais m'enfuir. Je n'avais presque plus d'ouïe. Je n'entendais qu'un sifflement aigu. Je ne voyais que ce qui était droit devant moi. Tout à coup, l'un de mes collègues a aperçu quelqu'un qui bougeait. Quand il nous a vus nous approcher, il a sauté dans l'eau. On criait sur la rive, mais ce type n'allait pas revenir. J'ai sauté dans l'eau et j'ai poussé l'homme vers la jetée. Je me rappelle clairement le moment où il s'est retourné et m'a regardé. Je n'oublierai jamais son regard. C'était celui d'un animal qu'on vient de capturer et qui se s'est piégé. Il avait complètement renoncé à s'enfuir. Rendu là, je n'avais plus d'autre choix que d'abandonner. On m'a mis en isolement cellulaire. Mon ouïe et ma vue sont revenus assez rapidement, mais pendant plusieurs jours, j'ai été très malade. J'ai écopé d'une peine additionnelle d'emprisonnement de 16 ans. Et malgré tout ce qui était arrivé, je désirais encore tenter une évasion.